Jacques Attali, bonjour. Bonjour, Russe. Cet entretien est enregistré au Forum de Davos dont vous êtes habitué, mais on va parler plus largement de l'économie, de vous, de votre livre, Devenir soi. Combien d'exemplaires déjà? 150, 140, 150 depuis 2 mois. Inexorable, inoxydable Jacques Attali. Ah oui, pourquoi inexorable? Pourquoi le lapsus? C'est vous le spécialiste. Ça voudrait presque dire comme un reproche de présence. Pour certains, c'est un reproche. Ouais. Il y a eu cette une fameuse de Libération il y a quelques mois, disant l'autre président. C'est très impressionnant. Encore Attali. Certains se disent encore et toujours Attali. Oui, c'était à la fois flatteur et très injuste parce que, d'abord, je ne suis évidemment pas président, je ne l'ai jamais été. Et ensuite, beaucoup de choses que j'ai recommandées aux uns et aux autres n'ont pas été mises en œuvre. Donc il y avait une sorte de non-dit qui était, vous voyez, il y a toujours les mêmes qui gouvernent, il y a une sorte de gouvernement secret qui fait les choses. Mais non, en effet, je recommande beaucoup de choses, mais rien n'est fait. François Hollande, vous vannez, dans une cérémonie, il disait « Chaque président a sa commission Attali ». Oui, c'est vrai. Et c'était une façon de dire ce que vous dites à l'instant. Oui. De fait, c'est très impressionnant. Quand on voit dans les archives le tout jeune Jacques Attali avec ses grandes lunettes, conseiller de Mitterrand, avant même le pouvoir, et aujourd'hui, toujours Jacques Attali, conseillant par exemple, en tout cas proche d'Emmanuel Macron. C'est la durée. Emmanuel a été mon assistant aussi dans la commission. Vous voyez, comme le monde en France est petit, puisque Nicolas Sarkozy m'a demandé de présider une commission de réforme, de choisir les membres et les rapporteurs. J'ai choisi Emmanuel comme rapporteur. Je l'ai ensuite présenté à François Hollande et il est devenu ce qu'on sait. Mais vous savez, ma vie ne se résume pas du tout à ça. Je vis très peu en France. Je suis dans le monde entier, à la fois pour Planète Finance et à cause de ma vie, de mes livres. Et j'essaye d'agir bien au-delà et autrement que dans la politique française. Si j'avais voulu faire de la politique en France, j'aurais essayé, mais je ne l'ai pas fait. Des millions d'exemplaires, des millions de personnes qui vous lisent depuis des décennies. Est-ce que vous avez changé? Oui, j'ai changé beaucoup, sûrement. J'ai gardé mon impatience. J'ai atteint un certain degré de sérénité, peut-être. Peut-être que je trie plus l'essentiel du second de l'anecdotique. Peut-être que je suis moins sensible au jugement des autres. Serge Moati, qui est redoutable portraitiste, dit de vous que vous avez plus de charme qu'avant. Vous voyez ce qu'il veut dire? Venant d'un ami, ça me fait plaisir. Venant d'une jolie femme, ça me ferait encore plus plaisir. Enfin, le sourire, une certaine décontraction, c'est vrai que le Jacques Attali, que certains ressentaient comme hautain, cassant, on le voit moins ou plus. C'est possible. Disons que je suis plus empathique. D'abord parce que j'ai pris conscience de ce que l'impatience que j'ai conservée est extrêmement blessante. Et puis que j'ai beaucoup à apprendre des autres, tout simplement. Trop intelligent, ça a été un problème souvent. Trop rapide. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de gens, j'ai l'impression d'avoir compris avant qu'on m'ait parlé. Donc j'ai eu toujours du mal à faire semblant d'écouter quand j'écoute pas, quoi. Jacques Attali, on va parler de devenir soi, de vous, de l'économie. Mais j'ai atteint un degré où vraiment l'humilité et l'écoute sont une façon de m'enrichir, vraiment, très sincèrement. Devenir soi, François Hollande, vous êtes de ceux qui ont cru en lui très tôt. Aujourd'hui, ces dernières semaines, après les attentats évidemment de Paris, il s'est passé quelque chose. Il est devenu soi en quelque sorte. Ça correspond assez à la thèse du livre, puisque la thèse du livre, c'est n'attendez rien de personne, devenez vous-même. Et pour devenir vous-même, soit vous prenez en main parce que vous avez vraiment envie de devenir vous-même, soit vous attendez un choc qui va créer les conditions, ou un événement qui va créer les conditions pour que vous puissiez trouver le chemin pour devenir soi. Alors lui, comme choc, ça s'est trouvé là. Il y a eu un premier événement qui était son élection, et qui l'a amené en effet à se trouver. Puis là, il est placé dans des circonstances qui fait qu'il est porté. Mais il faut dire, il est très bien, il gère très très bien cette situation. Vous aviez dit c'est le meilleur président, on le prenait presque pour une boutade avant. Aujourd'hui, ça s'équilibre. Oui, je pense que, je le répète, c'est le meilleur. Alors, pour prendre des gants par rapport aux gens qui trouvent ça excessif, je disais on peut dire le moins mauvais, mais je dis vraiment le meilleur depuis François Mitterrand, je persiste à le penser. Vous le connaissez de très longue date, Oui. Vous aviez engagé le tout jeune François Hollande dans l'équipe de Mitterrand avant le pouvoir. Oui, à un moment en 1980, vous voyez, vous n'étiez pas né, Darius. Quand même. J'étais très jeune aussi, et nous étions vraiment rien, parce que tout le monde pensait que Giscard d'Estaing serait élu, et tout le monde pensait que le candidat de la gauche serait Michel Rocard. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde pour venir travailler avec moi à l'éventuelle campagne de François Mitterrand. Vous dites assez drôlement, j'ai fait semblant qu'il y ait beaucoup de candidatures, pour faire l'important. Voilà, j'ai fait semblant que beaucoup de gens voulaient travailler avec moi, il n'y a pas grand monde. François et Ségolène sont arrivés, je leur ai dit, je vais réfléchir, est-ce que j'ai de la place pour vous? Je les ai pris, ils ont été très bons dans
la campagne. Évidemment, quand François Mitterrand était candidat, brusquement, beaucoup de gens se sont présentés pour travailler. C'est la nature humaine. Et ils ont été très bons. Je les ai pris avec moi à l'Élysée tous les deux. À l'époque, franchement, quand vous voyez François Hollande, à part que c'est un fort en thème, etc., qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a un avenir peut-être? Et j'ai toujours pensé que celle qui avait le plus d'avenir politique, c'était Ségolène. Ouais. Parce que Ségolène a une sorte d'énergie intérieure, de volonté, d'incarnation de l'intérêt général, sans distance. Alors que François est toujours dans la distance, dans l'humour, dans le regard extérieur. Vous dites supporter les réunions, par exemple. Il a cet art que vous n'avez pas, que vous d'autres n'ont pas. Supporter les réunions de bonne humeur, en riant, en blaguant. Hein. Il a cet art que François Mitterrand avait magnifiquement aussi, de supporter les réunions, parce qu'il avait... un peu de distance, un peu d'indifférence. Indifférence aux problèmes, parfois. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il est... il a le souci que je peux respecter, même si ce n'est pas, on en revient à la patience, il a le souci de trouver un équilibre, d'être plus le barycentre que l'avant-garde, vous voyez, pour employer des formules mathématiques ou arithmétiques simples. Plus d'être au milieu, de trouver un compromis que d'être en avant-garde. Là, il s'est trouvé en situation d'être à l'avant-garde. Et donc, quand il est à l'avant-garde, il est à l'avant-garde. Il a été au Mali, il a été en Syrie, il a été aujourd'hui. Et quand doit être en avant-garde, il n'hésite pas, et c'est très bien ainsi. Vous avez observé tant de gens au pouvoir. Ce regain de popularité qu'il a eu là, après les attentats, il va rester selon vous? Bon, il y a une phrase qui est maintenant connue d'un sociologue qui a fait Flores en disant que le monde est devenu liquide. Je crois que c'est une formule assez jolie, c'est-à-dire que tout est extraordinairement précaire. Ça tient à des choses très profondes. On pourrait passer une heure à l'expliquer, mais ça tient à ce que, dans la mesure où la liberté individuelle est devenue la valeur dominante, tout change très vite, puisqu'on a le droit de changer d'avis en permanence. Et donc le droit de changer d'avis, être pour ou contre quelqu'un, va très vite. Et ce qui crée d'ailleurs des conditions d'ingratitude, de caprice, etc. Et donc la popularité est elle-même extraordinairement mobile et changeante. Ce qui a monté très vite peut descendre plus vite encore. Il sera jugé sur l'économie, forcément, comme beaucoup d'autres. Pas forcément. Vous savez, on peut dire que, si je peux me permettre de vous avoir interrompu, en France, ou dans tous les pays, un président est jugé par les événements qu'il a rencontrés. Je trouve que l'attitude de George Bush Jr. Après les attentats du 11 septembre a été absolument désastreuse, même en termes médiatiques, quand on se souvient de son image dans le jardin d'enfants, avec les enfants, quand on lui annonce la nouvelle. Mais le porte-voix, devant les ruines, etc., voilà, c'était bon. Voilà, donc il reste l'homme du 11 septembre. Quoi qu'il arrive à François Hollande, il restera l'homme qui a géré remarquablement une tragédie nationale. L'actualité des dernières semaines, c'est la décision de la Banque Centrale Européenne, cet assouplissement quantitatif, comme on dit en langue de bois, cette manière de racheter des dettes, de créer de la liquidité. C'est bien, d'après vous? C'est d'autant mieux que ça fait 3 ans que je dis 4 ans, 5 ans que je dis qu'il faut le faire. J'ai écrit, je crois, il y a 6 ans en disant que c'était ça qu'il fallait faire. Et je suis très heureux que Mario Draghi se révèle le plus grand homme d'État d'Europe. Il prend ses décisions. Malheureusement, c'est d'ailleurs révélateur. C'est un homme d'État non élu. Et les hommes d'État élus n'ont pas le courage qu'il a lui. Alors, et aujourd'hui, ce qu'il fait est excellent puisqu'il donne... Qu'est-ce que fait une banque centrale? Ça n'a pas d'autre mission que de donner du temps aux politiques. C'est tout. Je vous donne du temps. Maintenant, je vous donne du temps et essayez de l'utiliser. S'ils n'utilisent pas, ils peuvent ne pas l'utiliser. On dit, ouais, c'est pas la peine que je fasse des efforts puisque la banque centrale le fait à ma place. Dans ce cas-là, c'est catastrophique parce qu'après, ces 1000 milliards vont s'épuiser. Et après, quoi? Rien. Il n'y aura plus d'essence dans le moteur. Donc, oui, les hommes politiques vont... C'est la dernière carte? Disons que c'est le dernier fusil. Il y a encore des cartouches. Il peut augmenter la quantité, mais il n'a pas d'autres armes, pas d'autres fusils. C'est le dernier jeu de cartes, en quelque sorte. Jacques Attali, vu de Suisse, le problème, c'est le franc fort. Oui. Vous le savez. Vous savez que notre banque a aboli le taux plancher. Avant ça, elle achetait des quantités d'euros pour essayer d'équilibrer. Ça a été sage de la part de la Banque nationale suisse? Je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas fait avant. Ouais. Parce qu'il était évident que c'était un secret de polichinelle que moi, je disais depuis des années qu'il fallait que l'euro baisse. C'était un scandale que de dire ça. Puis progressivement, on a entendu une petite musique, il y a des hommes politiques qui ont commencé à le dire, puis c'est devenu un consensus, l'euro va baisser. Bon, à partir du moment où tous les hommes politiques en Europe disaient l'euro va baisser, l'euro allait finir par baisser. Et donc c'était évident que la Banque centrale suisse ne pouvait pas tenir. La digue n'était pas à la hauteur du tsunami. Et donc ça allait lâcher. Et donc ils ont lâché. Ils auraient peut-être dû le faire avant, mais bon, voilà. Devenir soi, c'est votre combienième livre? 65. Et vous avez 71 ans, 71 ans? Oui. Ouais. Ah oui, il faut le temps d'écrire les livres.
C'est un succès énorme. Hein. Oui. Ce n'est pas le développement personnel comme on l'entend parfois, vous n'avez vraiment rien d'un gourou, mais ça touche beaucoup les gens. Vous avez une quantité de mails, de courriers de gens qui vous disent « Ah, ça me dit quelque chose. Hein. » Oui, il commence même à être assez rapidement traduit dans de nombreuses langues. Et le thème est simple, c'est de dire il n'y a plus rien à attendre de l'État, où que ce soit dans le monde, ce n'est pas un livre sur la France, hein, vous n'avez rien à attendre de l'État. Choisissez votre vie vous-même, et plus profondément, nous sommes uniques, nous vivons qu'une seule vie. Essayons de choisir la vie vraiment que nous voulons. Et pour ça, il faut vraiment réfléchir à soi et suivre un certain chemin qui nous amène à décider quelle vie on veut avoir, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de chance d'être certain d'être réincarné et d'en avoir d'autres. Vous ne faites pas dans le genre BA, hein. Vous dites par exemple la solitude. Il faut être conscient de ça, oui. C'est le lot commun. La première, c'est une des premières prises de conscience à avoir. Je donne 5 étapes, ou 5 exercices à suivre. Le premier, c'est de prendre conscience de se respecter soi-même, d'attacher de l'importance à soi-même. Le deuxième, en effet, c'est de prendre conscience qu'on est seul. Et quel que soit l'amour qui nous est porté, les soutiens qu'on peut recevoir, nous sommes seuls dans les grandes décisions qu'on a à prendre, et c'est par rapport à soi-même qu'il faut le faire. Certains l'ont lu avec tristesse, hein, parce que là, vous avez fait des livres sur l'amour, très beaux livres, mais là vous dites, oui, on s'aime, mais on est seul. Mais on est seul, et en même temps, pour certains, dont je suis, la meilleure façon d'être heureux et de devenir soi, c'est d'aider les autres à devenir soi. C'est donc une façon de réconcilier l'égoïsme et l'altruisme. Mais c'est une des façons parmi d'autres de devenir soi. Et moi, pour ce livre m'a été largement inspiré par le travail que je mène à travers le monde de microfinance, où nous aidons les gens à devenir soi et à trouver leur métier. J'enrage de voir les milliers de Mozart ou de Picasso qui ne seront jamais ni Mozart ni Picasso parce qu'ils n'en ont pas les circonstances. Et j'enrage de voir ces étudiants qui ont... Encore aujourd'hui, on m'a appris qu'un étudiant du Bangladesh, on lui a refusé un visa pour venir étudier en France. C'est absurde. Voilà une vie qui va peut-être bifurquer si j'arrive pas à régler le problème. Ça me frappait en vous disant, la personne, hein, ça reste le centre. Vous êtes beaucoup moins intéressé par les grands courants, les races, les classes, les collectifs. Tout vient quand même de la personne. Hein. Tout revient à la personne. Si nous sommes seuls, chacun d'entre nous doit exister en tant que tel. Sinon, si on ne parle que de nation, de race, de classe, on arrive à... des systèmes totalitaires, qui sont le totalitarisme d'une nation, le totalitarisme ethnique ou le totalitarisme d'une classe sociale. On a vu tous les méfaits auxquels tout ça a conduit. Je me souviens, vous avez entendu parler en bien de la Suisse, disant c'est un modèle de ce point de vue-là, tout part du bas, oui. Des personnes décentralisées. C'est un modèle, c'est le modèle parfait, la Suisse. Je ne dis pas ça parce que nous sommes en Suisse, mais je l'ai souvent écrit. Le grand enjeu aujourd'hui collectif, c'est que nous avons accepté une globalisation du marché, mais on n'a pas une globalisation de la règle du droit. On le voit bien, ne serait-ce d'ailleurs que les caricatures, qui sont légales en France, mais illégales ailleurs, et donc ça crée des conditions d'incertitude. Aujourd'hui, il nous faut construire un état de droit global, mais les seuls états de droit global qu'on ait jamais construits, c'est avec des dictateurs. Bon, alors on ne peut pas imaginer que quelqu'un débarque de la planète Mars pour imposer un état de droit planétaire ou qu'un dictateur arrive de quelque part. Donc c'est du bas vers le haut qu'on va construire un état de droit. Ce qu'a fait la Suisse est le seul exemple au monde d'un pays qui s'est construit sans un conquérant, mais simplement parce que des gens se sont mis ensemble et ça a pris 3 siècles. Nous, on n'a pas 3 siècles. Même un peu plus. Ouais. Quand vous faites des portraits de personnages, il y a des gens comme Thatcher, comme De Gaulle, il y a aussi beaucoup d'inconnus, voilà, hein, fourmillé d'exemples. Oui, je donne des exemples de gens qui sont devenus soit des gens connus, soit des gens inconnus, et qui ont réussi à montrer que même quand on vient d'un milieu extraordinairement modeste, au fin fond du Kenya, on peut choisir sa vie. Qui s'arrachent à leur milieu. Hein. Souvent, il y a un moment de rupture. Oui. Vous dites une Thatcher, un De Gaulle qui sortait de son milieu conservateur, etc. Vous avez rompu avec votre milieu à un moment donné ? C'est une bonne question. Non, d'abord, c'est pas toujours rompre avec son milieu, c'est d'avoir les circonstances pour vraiment se réaliser. Et moi, j'ai eu la chance d'être mis en situation par mon environnement familial où on m'a dit « fais ce que tu veux. On va simplement t'aider à avoir les moyens de faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » Mon père me poussait à certaines choses, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Il aurait préféré que je passe une vie à faire de la recherche et pas de l'action. Mais je pense que le rôle de l'environnement familial ou de l'environnement social, c'est justement pas de choisir pour l'autre. C'est de créer les conditions pour que chacun puisse choisir. Vous leur avez rendu hommage à vos parents, hein, c'est très frappant chez vous, à votre père et à votre mère, chacun dans son genre. Bien sûr, ils ont joué un rôle très important. Plus j'y pense, plus je trouve que ils ont fait partie de ces gens qui deviennent soi par les autres. C'est-à-dire que le devenir soi est intergénérationnel.
c'est une lignée qui vient à soi. Mes parents viennent d'un milieu extrêmement modeste, dont la langue maternelle était l'arabe en Algérie. Ils se sont arrachés, eux. C'est eux qui ont fait l'arrachement en venant dans un milieu français en Algérie, puis un deuxième arrachement en venant en métropole, qui était inconnu pour eux, pour nous, pour que le devenir soit celui de leurs enfants. Il y avait une fierté de ce que vous étiez, de ce que vous faisiez, immense, hein? C'est ce que j'ai su par ailleurs, mais jamais elle ne m'a été dite. Je n'ai jamais eu le moindre compliment ni de mon père ni de ma mère. Et en même temps, les espoirs, votre père rêvait que vous résolviez le chômage, par exemple. Oui, je crois l'avoir résolu d'un point de vue théorique. C'est pour ça que je suis réconcilié avec le remords que je pourrais avoir à l'égard de mon père. Parce que j'ai toujours dit, et je crois que dans 20 ans on le fera, que apprendre est une activité socialement utile et que donc chacun devrait être rémunéré pour apprendre. Et si vous appliquez ce principe, il n'y a plus de chômage. Puisque vous rémunérez les chômeurs pour se former, à ce moment-là, le chômage disparaît. Et c'est ce qui est en train de venir progressivement, mais c'est une transformation mentale assez longue. Ouais. Vous décrivez, vous avez souvent vu l'avenir. Hein. Ce n'est pas une légende, tout ce qui est l'homme nomade, oui, avec les appareils nomades, etc. Oui. Il y a peu de gens qui l'ont vu, oui, qui l'ont vu comme vous. On peut même ajouter beaucoup de choses. Le transfert de l'Atlantique vers le Pacifique, beaucoup de choses sont... Vous dites aujourd'hui, on est des individus, et en même temps, on réclame sans cesse, hein, on se plaint sans cesse. C'est ce que j'appelle les résignés réclamants. Voilà, nous sommes des résignés réclamants, résignés à ne pas avoir de pouvoir sur notre vie, mais quand même réclamant des miettes de choses. Et je voudrais qu'on sorte... Et je crois que c'est possible. Je crois que être résigné réclamant, c'est déjà une première forme de liberté. C'est mieux que d'être esclave. On est résigné à ne pas avoir de pouvoir, mais on réclame. On est mieux qu'esclave. Je pense qu'il faut passer une étape supérieure de la liberté, qui est le droit de choisir totalement sa vie, de choisir qui on est, et pas d'être, disons, si je prends une métaphore qui me vient à l'esprit, je ne sais pas où elle va aller, mais d'être le joueur de flipper et pas la balle de flipper. Vous voyagez partout. Oui. On sent qu'il y a une fascination chez vous d'autres civilisations. Le fait que le chômage n'existe pas d'une certaine manière dans d'autres civilisations, simplement parce qu'on est, ne serait-ce que mendiant, ça vous a beaucoup frappé? Oui, parce qu'il n'y a pas de chômage parce qu'il faut vivre et il faut manger, et que donc ça n'existe pas. On travaille. Donc, et on travaille souvent dans des conditions difficiles, mais souvent... au fin fond d'une ville du Chili ou d'Afrique, on voit des gens qui s'épanouissent en devenant des conteurs, en devenant des écrivains, des poètes, des chanteurs, des musiciens, des artisans, des vies magnifiques. Devenir soi, il y a une légende, Jacques Attali, hein, le surdoué qui a toujours tout réussi, etc. Quand on regarde les choses en détail, ça a mis du temps quand même. Hein. Il y a eu pas mal d'années où vous ne réalisiez pas encore tout ce dont vous rêviez. Oui, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup d'aspirations devant moi, beaucoup de livres, beaucoup de projets devant moi. Cette année va être une année importante pour moi. Il y a eu, pardon, le côté César pleurant sur la statue d'Alexandre en se disant « je suis rien ». Non, parce que j'ai toujours 20 ans de projets devant moi. Je ne pense pas que j'aurai toujours 20 ans devant moi, mais pour l'instant, je vis comme si j'avais au moins 20 ans devant moi. Vous dites qu'il faut toujours vivre comme ça, hein, oui, comme si on avait 20 ans devant soi, ce qui est presque toujours possible. Presque toujours possible. Ouais. Aujourd'hui, Jacques Attali, vous avez une telle expérience des gens de pouvoir. Hein. On est ici au Forum de Davos, il y en a des centaines là. Vous les décrivez de manière assez saisissante. Vous dites Helmut Kohl, c'était la volonté. Margaret Thatcher, c'était un magnétisme. Reagan, le charme. Hollande, on commençait par lui. En un mot, ce serait quoi? D'abord, je ne peux pas résister à l'image qui me vient avant de répondre sur Hollande. Un de mes amis, très cher sur son lit de mort, qui était très connu, me dit finalement, nous ne sommes que des papillons de nuit éclairés un instant par un phare de passage. Et tous les gens de Davos ne sont que des papillons de nuit éclairés. Certains s'arrêtent un peu plus longtemps. Voilà, le phare s'arrête un peu plus longtemps devant eux, mais après, le phare passe, il retombe dans l'obscurité. François Hollande, on ne peut pas dire encore, c'est l'homme du consensus intelligent, voilà, pour l'instant. Les deux mots ne portent pas sur la grandeur. Je voudrais que le mot grandeur s'ajoute, car la France n'est rien sans la grandeur. Et je pense que la France va demander que ce soit lui ou le prochain. Le prochain président de la République française, ce sera peut-être François Hollande, mais il sera porté par la grandeur. La France a toujours été une nation portée par la grandeur, et elle en a désespérément envie. Dans la foison de souvenirs que vous avez, on peut en cueillir comme ça. Je me rappelle un Mitterrand qui disait « J'aimerais bien qu'on parle de moi dans 30 ans ». J'engage les jeunes, hein, justement, Hollande, j'aimerais qu'on parle de moi dans 30 ans. Il est réalisé. Oui, justement. Il m'avait fait parler de
dès son élection de François et de Ségolène, et comme il ne les voyait pas, je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez que je vous parle d'eux? Il me dit, parce que j'aimerais savoir qui sont ceux qui parleront de moi dans 30 ans. Vous voyez, nous en parlons. Je crois que c'est une de mes batailles très importantes aujourd'hui, ce que j'appelle l'économie positive. Je rassemble dans un mouvement qui maintenant devient mondial, qui s'est réuni en France, en Italie, aux États-Unis bientôt, tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Ceux qui visent à laisser une trace dans l'intérêt des générations suivantes. Ça rassemble des ONG, des entreprises, des intellectuels, des professeurs, tous ceux qui ont l'idée que ce qu'on fait de façon mégalomaniaque pour laisser une trace dans 30 ans, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les autres. Parce que sauf à laisser une trace qui soit hitlérienne, la destruction du monde, la trace qu'on laisse est forcément une trace utile. Et donc, c'est une grille de lecture qui me permet de rassembler et de créer aussi un mode de lecture. Par exemple, nous classons, dans ce mouvement, nous avons commencé à classer les pays selon leur degré de positivité, c'est-à-dire sur la façon dont on s'intéresse au long terme. Et un homme d'État, c'est rien d'autre. C'est quelqu'un qui travaille pour les générations suivantes. Le temps qui passe, je disais que vous collectionnez les sabliers, c'est vrai? Vous en avez combien? Des milliers sans doute, mais des très, très anciens, peut-être 200. Pourquoi des sabliers? C'est trouvé comme ça. Vous savez, le temps est pour moi devenu la variable principale. Le temps qu'on passe avec les autres, le temps qu'on passe avec soi-même, c'est la chose, c'est la seule. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec le prix du pétrole nous rappelle des choses que je dis depuis longtemps, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas rare du tout, contrairement à ce qu'on croit, que l'information n'est pas rare. J'ai une idée, je vous la donne, je l'ai encore, donc c'est pas rare. La seule chose rare, c'est le temps. C'est le temps. Une fois qu'il est passé, il est passé. Et donc, il faut l'utiliser le mieux possible. Il faut savoir le perdre aussi? Non. Il faut sûrement pas savoir le perdre, parce que perdre, ça veut vraiment dire perdre. Mais il faut savoir s'égarer pour chercher ce qu'on trouve, trouver ce qu'on cherche pas. Mais il faut toujours être à l'affût. Vos chemins de traverse, à vous, c'est quoi? C'est la musique, beaucoup. C'est la musique dans une forme particulière, puisque c'est la direction d'orchestre, comme vous savez, parce je continue à en faire beaucoup. C'est les gens, c'est la surprise des gens. Je suis toujours à l'affût de rencontres de gens. C'est un miracle que de rencontrer des gens nouveaux. Vous avez un cercle d'amis qui est d'une variété assez rare. Tout le monde se souvient de Coluche, des funérailles de Coluche. J'ai eu le malheur d'avoir beaucoup de mes amis qui sont morts jeunes. Et célèbres, donc ça a créé ça. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction. Vous voyez, je parlais de la solitude tout à l'heure comme importante, mais c'est une bénédiction que d'être capable d'écouter, de découvrir des autres. Moi, c'est une des grandes joies d'une journée, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau. Ça, c'est les aspects souvent méconnus de vous. La curiosité amicale. Carole Bouquet dit « Jamais vu un être aussi structuré, insatiable, curieux de tout et amical ». Elle est un peu partisane, ça. Jacques Attali, la blague, on parlait de la blague tout à l'heure. Vous êtes grand blagueur dans l'Éternel, hein. Oui. Ça aussi c'est peu connu. Oui, j'adore rire, j'adore faire rire. Votre blague du moment, c'est quoi? Avouable, parce qu'une bonne blague est souvent inavouable. Mais... Non, mais j'en ai entendu une récemment, mais elle va me prendre une petite minute. Ouais, bien. Ça se passe ici, on peut la raconter ici, ça se passe en Mongolie. Alors il y a un occidental qui arrive et qui voit beaucoup de moutons, il voit un berger et il dit « Voyez, moi je peux vous dire exactement combien de moutons vous avez là. » Alors je dis « C'est quand même, vous ne pouvez pas dire ça, ils sont partout dans la nature, ils sont éparpillés. » Je dis « Si, je peux vous dire. » Alors il sort son Blackberry, son téléphone, il se connecte sur un satellite, il prend des photos, il fait jouer un logiciel, il dit, vous avez si je vous dis le chiffre exact, est-ce que vous me donnez un mouton? Oui, je vous donne un mouton, mais vous ne trouvez pas. Vous avez 1357 moutons. Ah, comment vous avez fait? C'est formidable. Ah, j'ai calculé. Alors, bon, très bien, vous avez le droit d'avoir un mouton. Il prend son mouton, et le berger lui dit, ah, maintenant, moi, je peux vous dire où vous travaillez. Vous me rendez mon mouton, si je peux vous dire où vous travaillez. Oh, bah, vous ne pouvez pas trouver. Hein. Vous travaillez à la Banque mondiale. Comment vous savez ça? Vous avez pris mon chien. Oui, ça vaut pour les énarques, ça vaut pour les professeurs, exactement. Et pour quelques catégories. Et pour les banquiers, pour n'importe qui. J'ai trouvé ça assez joli comme blague. Merci Jacques Attali. On vous lira Devenir soi chez Fayard. Merci beaucoup.